Voici une deuxième séquence concernant les probabilités. Dans la partie 1, on a travaillé sur le vocabulaire lié à une expérience aléatoire. On a également abordé la notion de loi de probabilité. On a défini ce qu'était la probabilité d'une issue. Et on a également travaillé avec la notion de probabilité d'un événement. Dans cette partie 2, on va donner quelques propriétés vérifiées par les probabilités et on va également parler de la notion d'équi-probabilité. Alors, on commence avec quelques propriétés. Les premières sont assez intuitives. Commençons par la probabilité d'un événement impossible. Un événement, c'est un critère ou quelque chose qu'on observe à l'issue de l'expérience aléatoire, et un événement impossible, c'est quelque chose qui ne se réalise jamais. Que peut-on dire de sa probabilité? Quelles sont les chances de voir l'événement se réaliser quand il s'agit d'un événement impossible? Bon, on se doute que la probabilité est nulle, ce qu'on va écrire en disant que la probabilité de l'événement impossible, je vous rappelle que l'événement impossible, si on fait la liste des issues qui le réalisent, il n'y a aucune issue qui le réalise, l'événement impossible, on peut le noter vide. La probabilité de l'événement impossible, d'un événement impossible, c'est 0. D'un autre côté, si on parle cette fois-ci de la probabilité d'un événement certain. Un événement certain, c'est un critère ou quelque chose dont on est sûr qu'il va se réaliser. On est sûr qu'il va marcher. C'est-à-dire que si on fait la liste des issues qui réalisent cet événement, c'est toutes les issues possibles de l'expérience. C'est l'univers des possibles. Donc la probabilité d'un événement certain, ça va s'écrire comme ça. C'est du langage codé, hein. Il ne faut pas se bloquer sur ces notations. C'est juste pour écrire ce qui est écrit en français là, de façon plus rapide ici. Donc écrire P de oméga, c'est pareil qu'écrire probabilité d'un événement certain. La probabilité d'un événement certain, c'est quoi? Si on est sûr que ça marche, la probabilité, les chances que cet événement se réalise, ça va être 1. Ça marche dans 100% des cas. 100%, ça fait 1. Si A est un événement quelconque, un critère, n'importe lequel, que peut-on dire? Alors, la probabilité d'un événement n'importe lequel, ce qu'on peut affirmer, c'est que ça va être un nombre qui est forcément plus grand que 0, égal à 0 ou plus grand que 0, et inférieur à 1. Si vous faites un calcul de la probabilité d'un événement et que vous trouvez 2,3, c'est que vous vous êtes trompé quelque part. Une probabilité d'événement, comme une probabilité d'issue, c'est toujours un nombre qui est coincé entre 0 et 1. La probabilité maintenant d'un événement contraire. Je choisis au hasard dans ma malle à chaussures une paire de chaussures. La probabilité de tomber sur une paire de chaussures blanche, c'est 1/5. Quelle est la probabilité que la paire de chaussures ne soit pas blanche? Alors c'est assez intuitif. Si la probabilité que la paire de chaussures soit blanche, c'est 1/5. La probabilité qu'elle ne soit pas blanche, ça va être le complémentaire à 1, c'est-à-dire 4/5. En fait, il faut faire l'écart entre la probabilité de l'événement et le nombre 1. Donc, c'est ce qu'on écrit ici par probabilité de l'événement contraire de A. Probabilité du contraire de A, c'est 1 moins la probabilité de A. Je choisis dans un sac à viennoiserie une viennoiserie au hasard. Si la probabilité de tomber sur un pain au chocolat, c'est 1/3, quelle est la probabilité de ne pas tomber sur un pain au chocolat? Ce sera 1 moins 1/3, 2/3. Lorsque A et B sont deux événements, on finit avec la dernière propriété, qui est la moins évidente, puisque les premières étaient assez intuitives. Si je m'intéresse à la probabilité de A union B, on va utiliser un petit schéma pour essayer de retrouver la propriété que je vais écrire ici. Alors, je vous rappelle que A union B, c'est l'événement que l'on obtient en mettant un OU entre les deux critères en français. Quelles sont mes chances de voir A union B réalisé? Alors, on se rappelle ce qu'est la probabilité d'un événement. La probabilité d'un événement, c'est la somme des probabilités de toutes les issues qui réalisent cet événement. Il faut faire la liste de tout ce qui fait marcher le critère et on ajoute toutes les probabilités.
Si je regarde sur le petit schéma ici, mon événement A et mon événement B. Si je mets en couleur l'événement A union B. A union B, je vous rappelle que c'est toutes les issues qui font marcher A ou bien qui font marcher B. A union B, c'est tout ça. Quelle est la probabilité de A union B? Alors la probabilité de A union B, il faut attraper toutes les issues qui sont dans le paquet et ajouter leur probabilité. Donc on va prendre toutes les issues qui sont dans B. On va faire ça, plus la probabilité de lui, plus la probabilité de lui, plus celui-là, plus celui-là, plus celui-là, plus celui-là, plus celui-là, plus celui-là. Donc c'est la probabilité, si je l'écris ici, de B. Plus, ensuite, je vais attraper toutes les issues qui sont dans A, la probabilité de lui, plus 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 la probabilité de lui. Donc là, c'est la probabilité de A. Et on a un petit souci, parce que si on observe ce qu'on a mis en couleur, eh bien, il y a des issues qu'on a comptées 2 fois. Celles qui sont ici, alors qu'est-ce que c'est exactement que celles qu'on a comptées 2 fois? C'est les issues qui sont à la fois dans A et à la fois dans B. C'est A inter B. Et on a compté 2 fois les issues qui sont là-dedans. Donc il faut enlever ce qu'on a compté en trop. Il faut enlever la probabilité de A inter B. Donc on fait attention à ce piège. Si on me demande la probabilité de A union B, ce n'est pas la probabilité de A plus la probabilité de B. Il faut enlever, quand on fait cette somme-là, il y a des choses qu'on compte en trop. On va compter 2 fois ce qui était commun aux deux. Donc il faut enlever ce qu'on a compté en trop. Il faut enlever une fois la probabilité de A inter B. Donc voilà cette petite règle qu'il faut avoir en tête. On ne peut pas dire que la probabilité de A union B, c'est la probabilité de A plus la probabilité de B. Ça ne marche pas. Il faut enlever ce qui est en trop. Et alors si j'échange de place les deux, celui-là je le fais passer à gauche et celui-là je le fais passer à droite, on a une formule semblable pour l'intersection. La probabilité de A inter B, ça sera donc la probabilité de A plus la probabilité de B. Alors peu importe l'ordre dans lequel on met les choses ici, hein. Peut-être que vous auriez préféré que j'écrive A en premier et B ensuite, ça revient au même. Donc la probabilité de A inter B, ça va faire quelque chose de symétrique, c'est la probabilité de A plus la probabilité de B, moins cette fois-ci la probabilité de, donc celui-là est passé de ce côté, celui-ci de ce côté, A union B. On a fait le tour des règles qui nous intéressent et qui vont nous permettre de répondre à certains exercices. On essaie avec l'exemple qui suit. On lance un dé cubique truqué, donc il a 6 faces, mais on imagine qu'il y a un aimant à l'intérieur. Toutes les faces n'ont pas les mêmes chances d'être obtenues de la même façon. La loi de probabilité de cette expérience est donnée dans le tableau ci-dessous. On n'a qu'une chance sur 10 de tomber sur le 1, une chance sur 2 de tomber sur le 2, etc. Calculez la probabilité des événements suivants. A, c'est le nombre obtenu est pair. B, le nombre obtenu est supérieur ou égal à 4. Donc ça, il s'agit de compétences qu'on a travaillées dans le chapitre précédent. Je vous laisse peut-être essayer de retrouver tout seul ces deux probabilités. Alors, je vous rappelle comment on fait pour obtenir la probabilité d'un événement. On commence par faire la liste des issues qui vérifient l'événement. Donc, quelles sont les issues qui font fonctionner l'événement A? Le nombre obtenu est pair. Ça marche si on a obtenu la phase 2, ou bien la phase 4, ou bien la phase 6. Et ainsi, la probabilité de A, c'est la somme des probabilités de ces résultats. Pour faciliter les calculs, dans le tableau, on peut peut-être mettre toutes les valeurs sur le même dénominateur en 40e et on ajoute, on a donc 20 sur 40 plus la probabilité de 4 c'est 10 sur 40 et la probabilité de 6 c'est 1 sur 40. Ça nous fait une probabilité de 31 sur 40. Pour la probabilité de B, on fait la liste de toutes les issues qui réalisent B. B, c'est le nombre obtenu est supérieur ou égal à 4. Donc c'est 4, 5, 6. Et on donne la somme
de toutes ces probabilités. On trouve 14 quarantièmes. Allez, on passe à la question 2. Décrire puis calculer la probabilité du contraire de B, de l'intersection des événements A et B et de la réunion de A union B. Je vous laisse peut-être chercher seul ce que ça donne. Allez, pour le contraire de B, on utilise la règle marquée précédemment, c'est 1 moins la probabilité de B. Donc ça sera en fraction 40 quarantièmes moins la probabilité de B, 14 quarantièmes. On trouve donc 26 quarantièmes. Ensuite, la probabilité de A inter B. Pour trouver la probabilité de A inter B, on va peut-être faire déjà la liste des issues qui réalisent A inter B, c'est-à-dire quelles sont les issues de l'expérience qui vérifient les deux critères en même temps, qui sont à la fois pair et supérieur ou égal à 4. Alors, supérieur ou égal à 4, on est ici, et on veut en même temps une issue paire. On n'a que les issues 4 et 6. Donc, la probabilité de A inter B, c'est la somme de ces deux probabilités d'issue. On trouve 11 quarantièmes. Et maintenant, on veut la probabilité de A union B. On va utiliser la règle précédente également. On sait que c'est la probabilité de A plus la probabilité de B moins la probabilité de A inter B. Super, parce qu'on a calculé déjà ces trois probabilités. Probabilité de A, on a trouvé que c'était 31 quarantièmes. Probabilité de B, 14 quarantièmes. Et on enlève la probabilité de l'intersection, 11 quarantièmes. Donc au final, on a 34 quarantièmes. Allez, on va aller s'entraîner sur quelques exercices.